Bonjour la sixième, alors on reprend sur l'Empire romain avec le grand E. On va partir de cette carte, c'est une carte de l'Empire romain en 116 après Jésus-Christ sous l'empereur Trajan. Cette carte, ça montre l'Empire romain à son apogée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand, l'Empire romain a été plus grand, plus petit, au fur et à mesure des conquêtes, des territoires qu'ils ont conquis, mais aussi des territoires qu'ils ont pu perdre. Et là, en 116 après Jésus-Christ, le territoire romain est à son maximum. C'est le plus grand que l'Empire romain a pu être. La région qui est surlignée ici en rouge, c'est la région de naissance de l'empereur Trajan. Alors ça doit vous interloquer un petit peu. Pourquoi? Parce que cette région, c'est en Espagne. On est dans une région qui s'appelle la Baétique. Et Rome, c'est ici, c'est en Italie. Donc on a un empereur qui est d'origine espagnole. Ça, c'est quelque chose un peu particulier. Comment ça se fait qu'on a un empereur d'origine espagnole qui dirige Rome? En plus, je vous avais parlé d'un autre empereur qui, lui, était originaire d'Afrique, de Tunisie, précisément, donc par ici. D'accord? Donc comment ça se fait qu'on a des empereurs qui viennent d'autre part et qui dirigent Rome? La deuxième chose que vous devez remarquer, c'est la taille de cet empire. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que font les Romains pour défendre un empire aussi grand? Comment font-ils? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment Rome assure-t-elle la paix dans l'empire? Et donc ça va être le titre de notre cours, Rome hors de Rome. Alors avant de commencer le cours, je vais vous passer une petite vidéo. On a retrouvé un Vercingétorix et on a pu l'interviewer, donc je vous laisse regarder la vidéo et on en reparle après. Bonjour. Excusez-moi, il y a mépris, je suis pas un Gaulois. Je suis un Arverne. Un Celte à la limite si vous voulez, mais ça, Gaulois, ça n'existe pas. Non, les seuls qui nous appellent comme ça, c'est les Romains, qui parlent de la Gaule. Des Gaules même. D'ailleurs, ils appellent Gaule cisalpine les terres de l'autre côté des montagnes, de leur côté quoi, et Gaule transalpine tout ce qui est au-delà des Alpes, de leur point de vue cette fois. Enfin, c'est dire s'ils appellent Gaulois un petit peu tout et n'importe quoi, du moment que c'est celte. D'ailleurs, Gaulois pour nous, c'est du latin, Gallia. Paraîtrait que ça veut dire coq ou poule, un truc comme ça. Enfin, des noms d'oiseaux, quoi. Non, nous, en réalité, on est des Carnutes, des Édouins, des Bituriges, des Séquanes, des Parisis, des Rèmes, des Lingons, des Atrébates, des Pictons, des Ambiens, des Meldes, des Vénètes, des Allobroges, des Bélovaques, des Cadurques, des Rutènes, des Véliogas, des Volques, des Lémovis. Ouais, des Gaulois, quoi. Donc si vous avez suivi cette vidéo, vous avez compris que Vercingétorix explique que les Gaulois, ça n'existe pas. Pour lui, en tout cas du point de vue des Gaulois eux-mêmes, c'est-à-dire des Celtes. Lui, il appelle des Celtes, et vous avez vu qu'il y a un grand nombre de tribus un peu partout. Ça, c'est la mentalité des Romains à propos de tout ce qui est étranger à eux. Tout ce qui est étranger à eux, ils appellent ça des barbares. Les barbares, c'est tous ceux qui sont différents du point de vue des Romains. Et vous avez vu que pour Vercingétorix, pour les Romains, Vercingétorix c'est un Gaulois, et en fait tout ce qui se trouve après les Alpes, c'est un Gaulois, même un petit peu avant les Alpes, c'est un Gaulois. Il ne fait pas de différence, en fait, les Romains ne font pas de différence entre ce qui est gaulois, ce qui est celte, ce qui est des différences entre les peuples. Pour lui, ce sont tous la même chose, ce sont des gens qui sont considérés comme incivilisés. Alors pourquoi incivilisés? C'est qu'en fait ils ont des habitudes, ils ont des coutumes différentes, des choses qui sont très différentes des Romains. Ils s'habillent pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes coiffures, etc., etc. Et surtout, ils n'ont pas la même langue. Ils parlent une langue différente, ils prient pas les mêmes dieux, bref, ils sont très différents des Romains. Et pour les Romains, ça signifie qu'ils sont inférieurs. La vraie culture, la bonne civilisation, pour les Romains, c'est la leur, en fait. Et toutes celles qui ne sont pas tous ceux qui ne sont pas romains, qui ne parlent pas latin, qui prient pas les bons dieux, entre guillemets, eh bien ce sont des barbares. Donc c'est la définition qu'on va noter. Les barbares, ce sont les populations vivant en dehors de l'Empire romain et considérées comme incivilisées par les Romains.
Ensuite, une fois que vous avez noté ce lexique, vous allez regarder une autre vidéo qui va vous parler cette fois de la défense de l'Empire romain. Au second siècle de notre ère, sous le règne de Trajan, l'Empire romain atteint son extension maximale. Pour maintenir la paix dans cette immensité territoriale, Rome dispose d'une part de ses légionnaires. Soldats de métier, ils se déplacent rapidement grâce aux nombreuses voies romaines qui parcourent les provinces. Et d'autre part, Rome construit une barrière de bois et de pierre dans tous les endroits les plus menacés de son empire. Cette barrière, c'est le limès. À l'époque, c'est la plus grande construction jamais bâtie en dehors de la muraille de Chine. Construite d'abord sur le Rhin, puis en Bretagne, elle est étendue aux autres frontières de l'Empire. Le limès devient la limite entre le monde romain civilisé et le monde barbare jugé dangereux. Les vestiges de ce mur sont encore visibles dans le nord de l'Europe. Le mur d'Adrien, construit vers 122 de notre ère en Bretagne, coupe l'île en deux parties distinctes, d'un côté la province romaine, de l'autre le pays des Pictes, ancêtres des Écossais. Fait de pierre et de terre, précédé d'un fossé profond et armé de pieux, le mur d'Adrien s'élève de 3 à 5 mètres de haut, jalonné par des forts et des tours de garde qui servent à surveiller les mouvements des barbares. La fonction du limès est avant tout militaire et défensive. Mais c'est aussi un endroit où se réalisent de nombreux échanges. D'une région à l'autre, les hommes et les marchandises circulent sous le contrôle des légionnaires romains qui perçoivent des droits de douane. Depuis le règne d'Adrien, l'armée romaine s'est déplacée et installée désormais près du limès, ce qui fait de cette armée une armée de frontières. Ainsi, la présence des légionnaires provoque un incontestable essor économique des régions frontalières et favorise du même coup la romanisation des provinces. Alors vous avez pu voir avec cette vidéo que l'Empire romain a mis en place un certain nombre de fortifications, c'est-à-dire des défenses impressionnantes, et ces défenses s'appellent le limès. Le limès, vous avez, alors ce ne sont pas que des murs, hein, attention, mais vous avez aussi donc un mur. Là, vous avez une partie aujourd'hui de ce qu'est le mur d'Adrien. Donc, il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, il était plus haut. Hein. Là, il y a possibilité de l'escalader facilement. À l'époque, il faut bien s'imaginer qu'on ne pouvait pas l'escalader comme ça. Vous aviez également des tranchées avec des pieux. Bref, c'est une défense qui est dissuasive. Qu'est-ce que c'est une défense dissuasive? Le but, c'est de rendre la défense tellement impressionnante que l'ennemi ne va pas vouloir l'attaquer parce que il va considérer que c'est trop difficile. Vous avez vu aussi que l'armée romaine change de position. C'était une armée de conquête, le but c'était d'envahir des territoires, les conquérir, se les accaparer, pardon, et là ça devient une armée de défense, une armée de frontières. Ce sont des soldats qui vont rester sur la frontière et qui vont défendre les murs, les territoires, les frontières qui sont considérées comme dangereuses. J'attire votre attention sur ici la légende. Vous avez vu que ce mur est construit de 122 après Jésus-Christ à 128 après Jésus-Christ. Il faut bien se dire que c'est un mur qui prend toute cette partie-là de l'Angleterre, le mur d'Adrien. Donc c'est un très grand mur. Pour l'époque, construire un mur de cette taille, de cette dimension, c'est très rapide. En seulement 6 ans, c'est très très rapide. Vous avez vu qu'en plus des murs, il y avait d'autres fortifications, il y avait notamment des forts. Alors les forts sont là, donc là vous avez un exemple de fort, c'est celui de Vindolanda, qui est donc à côté du mur d'Adrien, et ce fort, c'était un ancien fort qui était plus petit, qui a été ensuite restauré par les légionnaires romains en 122 après Jésus-Christ, donc au moment où ils ont construit le mur d'Adrien. Vous pouvez voir là, ici, tout ce qui sont les baraques, c'est-à-dire là où vont vivre les soldats, là où vont dormir les soldats romains, et vous avez tout un tas d'autres bâtiments plus grands, hein, on peut imaginer à peu près ce qu'il y a là dans ces coins-là. Et ces soldats romains, ils sont stationnés ici, c'est-à-dire que
ils se relaient, ils sont pas 24 heures sur 24 sur ces murs, ils se relaient, il va y en avoir, je dis un exemple complètement au hasard, ils vont travailler pendant 7-8 heures sur le mur, et puis paf, ils vont se relayer, il va y avoir d'autres légionnaires qui vont prendre leur place, et à ce moment-là, quand ils sont en pause, eh bien, ils vont s'installer dans le fort. La vidéo explique aussi qu'il va y avoir une augmentation du commerce. Alors ça, comment ça se passe? C'est très simple, hein, tous ces légionnaires romains qui vont s'installer ici vont avoir besoin de nourriture, ils vont avoir besoin d'équipement. Et donc à ce moment-là, eh bien, il va falloir des gens pour leur vendre tout ça, pour leur vendre la nourriture, pour leur vendre l'équipement. Donc on va avoir des civils, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des militaires, qui vont s'installer à proximité du fort. Alors pas dans le fort immédiatement, mais à proximité. Et qui vont leur vendre la nourriture, les chaussures, les armes, etc. etc. Et vous avez même, la vidéo en parle, des commerçants qui viennent de l'extérieur du mur, c'est-à-dire des barbares. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on commerce avec ceux qu'on essaye de chasser, qu'on essaye de repousser? Et bien dans l'esprit des Romains, l'idée c'est qu'en commerçant, eh bien, ces populations vont être moins dangereuses. Pourquoi? Parce que si elles commercent avec les Romains, elles ont quelque chose à y gagner. Elles vont gagner de l'argent, etc., etc. Donc il est profitable de commercer avec eux. En plus, les Romains, ils en ont besoin. C'est-à-dire que ces populations sont à proximité, elles peuvent apporter des fournitures, de la nourriture, des choses comme ça que les Romains n'ont pas forcément. Donc ces populations étrangères, les Romains en ont besoin, et en plus, pour eux, c'est pratique, le commerce, ça va permettre de pacifier, c'est-à-dire de rendre moins agressif dans l'esprit des Romains les populations qui sont à côté, parce qu'elles vont avoir quelque chose à y gagner. Donc toute cette série de fortifications s'appelle le limes. Donc je vous laisse écrire la trace écrite. Donc pour défendre son empire des barbares, Rome installe ses légionnaires le long du limes. Rome crée de grandes fortifications comme le mur d'Adrien en Angleterre. Une fois que vous avez écrit la trace écrite, vous écrivez la définition, le lexique du limes, c'est-à-dire frontière de l'Empire romain, parfois fortifiée. Alors une fois que vous avez écrit ce lexique, je vais vous passer la deuxième partie de l'interview avec Vercingétorix. Vous regardez ça et on en parle. Non, c'est vrai, c'est les Romains qui nous collent cette image de sauvage. Mais nous aussi, on a des villes. De l'urbs, comme ils disent. Bon, d'accord. Ils sont un peu en avance sur la plomberie, les aqueducs, les bains, tout ça, puis ils nous ont fait découvrir les latrines. Ça, c'est pas mal. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on était un peu dans la merde. Mais attention, hein, nous, on est des grands commerçants, des cadors de l'agriculture. On travaille les métaux comme pas deux. Le bronze, l'or et même l'acier. Et puis tiens, nous, on fabrique de magnifiques tonneaux. Alors que ces cons de Romains, ils utilisent encore des amphores comme au temps des Grecs. Eh oui, l'artisanat gaulois est au top. Nos produits s'exportent partout. Hein? J'ai dit gaulois? Vous avez vu sur cette vidéo que Vercingétorix parle de l'avance qu'ont les Romains sur un certain nombre de choses. C'est un certain nombre de choses que vous avez vues dans les cours précédents, donc vous avez les bains, les aqueducs, tout ça, ce sont des choses que les Romains ont amenées dans ce qu'ils considèrent comme la Gaule. Il parle également des latrines. Alors les latrines, ce sont des toilettes publiques. Ça, vous regarderez sur internet hein, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, comment c'était organisé. Et donc voilà, il n'y avait pas de toilettes publiques avant que les Romains n'arrivent. Vercingétorix, il met lui de son côté en avant le commerce des Gaulois. Et il dit que voilà, les Gaulois ils font des tonneaux, alors que les Romains, eux, ils ont des amphores, et les tonneaux c'est beaucoup plus pratique. Il dit aussi que les Gaulois ils savent manier les métaux, le fer, l'acier, des choses comme ça, comme les Romains ne savent pas faire, pas aussi bien en tout cas. Et donc les Romains vont profiter de ça, ils vont profiter de ce commerce, ils vont commercer avec les Celtes, ils le faisaient déjà avant que Jules César n'envahisse la Gaule, et ils vont continuer de le faire, et ils vont même intensifier ça, parce que maintenant ça sera dans l'Empire romain, donc ça va être beaucoup plus facile de commercer avec les Celtes. La stratégie c'est toujours la même, hein, c'est que si on commerce avec ces gens-là, eh bien, on va pouvoir les pacifier, parce qu'ils vont avoir quelque chose à gagner, à être amis avec les Romains. À la fin de la vidéo, vous avez remarqué que Vercingétorix finit par dire Gaulois.
il s'en rend compte à la fin et il se dit mince, pourquoi j'ai dit gaulois? Et en fait, c'est qu'il commence à réfléchir comme un Romain, notre Vercingétorix. Et donc on va voir comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce que Vercingétorix se met à réfléchir comme un Romain. Alors pour ça, on va regarder, vous allez faire cette activité 5, qui est donc la carrière d'Agricola. Donc vous avez un texte qui est ici, vous avez les questions qui sont sur la deuxième page, ici. Vous remarquerez que il y a deux fois les questions, hein. Ne le faites pas deux fois, ce sont exactement les mêmes, faites juste une, ça suffit. Donc vous avez les questions ici de l'activité 5, vous avez comme d'habitude les questions plus la question bonus, et vous avez la correction avec la manière de remplir la fiche héros ici à la fin. Donc lisez bien le texte, faites attention à tout, faites attention à qui est l'auteur, quelles sont ses relations avec celui dont il parle, et donc faites l'activité et ensuite mettez sur pause cette vidéo, faites l'activité et on corrige ensuite ensemble. Alors on corrige cette activité 5. Alors la première question c'est identifie le document, donc utilise Nados. Alors la nature de ce document, comme vous pouvez le voir, c'est un texte. L'auteur, il s'appelle Tacite. La date, on est à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'œuvre, c'est Vie d'Agricola. Agricola, c'est le nom de celui dont Tacite parle. Et enfin, le sujet, c'est alors soit Vie d'Agricola, comme ça marche, ou la vie de Cnaeus Livius Agricola, gouverneur de Bretagne. Ensuite, pour la question 2, à ton avis, l'auteur est-il objectif à propos d'Agricola? Justifie ta réponse. Donc objectif, ça veut dire est-ce qu'il est neutre? Est-ce que Tacite est neutre à propos d'Agricola? Donc vous avez dû marquer que Tacite n'est pas neutre à propos d'Agricola. Alors pourquoi il ne l'est pas? Où est-ce qu'on le voit? Eh bien c'est ici. C'est parce que notre Tacite nous indique qu'il est marié avec la fille d'Agricola. Ça veut dire que Agricola fait partie de la famille de Tacite. Donc Tacite ne va pas avoir de raison de critiquer Agricola. Il va plutôt, au contraire, le mettre en avant. Il va dire que c'était quelqu'un de bien, parce que c'était quelqu'un de sa famille. Donc il n'y a pas de raison de le critiquer, de le descendre comme ça. Alors ça, c'était pas marqué dans le texte, mais je vous le dis comme ça, pour que vous compreniez encore mieux. À l'époque, donc, où écrit Tacite, la vie d'Agricola, Agricola est déjà mort. En fait, il est de tradition pour les Romains, lorsqu'un grand personnage romain meurt, de lui rendre hommage, de faire un discours le jour de ses funérailles. Ça se fait d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein. Vous faites, lorsque vous allez à des funérailles, il y a des gens qui donnent des discours à propos de la personne qui est décédée. Eh bien Tacite, il n'a pas eu l'occasion d'assister aux funérailles. Il était très loin à ce moment-là, il n'a pas pu y aller, et donc pour se rattraper, il se rattrape à sa manière, il écrit carrément un livre sur Agricola. Et donc dans ce livre, évidemment, il va mettre en avant toute la carrière d'Agricola, son beau-père, et il va le décrire comme quelqu'un de vraiment très très bien. Il va pas le descendre pendant tout ce livre. Alors ensuite, on passe à la question 3. Que peux-tu dire à propos du parcours d'Agricola? Les lieux qui sont visités, quelle fonction, métier a-t-il exercé avant d'être gouverneur de Bretagne? Alors, ce qu'on peut dire à propos du parcours d'Agricola, c'est qu'il a beaucoup voyagé. Vous avez vu qu'il a commencé à Fréjus, vous avez vu que c'était une ville qui était proche de Nice, ensuite il a fait sa formation, si vous voulez, il est allé à l'école à Marseille, ensuite il fait sa vie militaire en Bretagne. Attention, vous vous rappelez, la Bretagne c'est l'Angleterre, hein, c'est la Grande-Bretagne, c'est pas notre Bretagne française. Ensuite il est allé à Rome, et puis il est même parti en Asie, et il a été de retour à Rome, puis il est reparti en Bretagne. Je vous ai pas tout mis, mais donc, si on revoit la carte, donc il a fait sa formation à Fréjus, il est allé à Marseille, il est parti à Rome, et il est parti en Bretagne, il est parti de nouveau à Rome, il est parti en Asie,
et il est parti à nouveau à Rome, et puis il est reparti en Bretagne. Je vous ai pas tout mis, mais il a été également gouverneur d'Aquitaine, donc c'est cette région-là, et il a été aussi en Syrie. Donc il a bougé dans tous les coins de l'Empire. C'est comme ça qu'on fait la carrière dans l'Empire romain. Lorsque vous êtes un personnage important, vous allez bouger dans tous les coins de l'Empire. Vous avez vu que en plus de ça, il n'y était pas pour faire du tourisme dans tous ces coins de l'Empire. Donc il est né à Fréjus, il a eu sa formation à Marseille, mais il a été d'abord militaire, il commence par être militaire, ensuite il devient questeur, on a vu que questeur c'est une sorte de comptable qui travaille pour le consul, il obtient donc cette charge de questeur par tirage au sort, de retour à Rome il est consul, et puis il est de nouveau, et puis il arrive à devenir gouverneur de Bretagne. Donc il a eu beaucoup de métiers, beaucoup de fonctions différentes, cet Agricola, et surtout il commence par ce qui est considéré comme très important à l'époque romaine, c'est la carrière militaire. C'est-à-dire que pour montrer que notre Agricola est digne de gérer la Bretagne, il faut que ce soit un bon militaire. C'est normal, c'est lui qui va être en charge de l'armée. Donc, pour montrer qu'il est capable de diriger l'armée, eh bien, il faut montrer que lui-même, il est capable d'être un bon militaire. C'est pour ça que les personnages importants ont une ville militaire avant de s'engager dans d'autres fonctions. Et puis, avant de devenir gouverneur de Bretagne, c'est lui le dirigeant de la Bretagne, eh bien, il va passer par des charges plus civiles. Il va s'occuper des comptes, donc il sait comment gérer les comptes. Il va être consul, donc il sait gérer la vie politique. Bref, il sait gérer beaucoup de choses, et ils avancent comme ça dans leur carrière. Donc, Agricola a visité beaucoup de lieux dans tout l'Empire romain, et il a exercé beaucoup de fonctions, beaucoup de métiers avant d'être gouverneur de Bretagne. Ensuite, quatrième question, comment Tacite décrit les Bretons avant l'arrivée d'Agricola? Alors Tacite décrit les Bretons ici comme dispersés, sauvages, et par là même disposés à guerroyer. Alors guerroyer, si vous cherchez à savoir qu'est-ce que ça veut dire, vous avez le mot guerre à l'intérieur. C'est-à-dire que les Bretons sont considérés par Tacite comme des sauvages qui sont prêts à faire la guerre. Ils sont très agressifs, ils sont prêts à attaquer les Romains à n'importe quel moment. D'accord? Ça, c'est vraiment typiquement la manière dont voient les barbares pour les Romains. C'est-à-dire, les Bretons, ce sont des gens qui sont éparpillés un peu partout, qui sont sauvages, qui sont prêts à faire la guerre. Donc, ça, c'est la manière de Tacite de voir les Bretons, mais c'est la manière générale dont les Romains voient ce qu'ils considèrent comme des barbares. Pour la cinquième question, selon Tacite, qu'encourage Agricola pour que les Bretons aiment la culture romaine? Alors, vous le voyez ici, Agricola les encourage à bâtir des temples, des forums, des maisons. Des temples, alors des temples vous en avez, par exemple, hop, ici. Ceci, donc, c'est la maison carrée de Nîmes, c'est un temple, et comme vous pouvez le voir, c'est un temple aux petits-enfants d'Auguste, Caius et Lucius César. C'est-à-dire que Auguste a eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, et ces enfants s'appellent Caius et Lucius César, et eh bien Auguste a fait construire un temple pour qu'on prie Caius et Lucius César, pour qu'on prie ses propres petits-fils. Et eh bien les Romains vont construire des temples comme ça un peu partout dans l'Empire, et Agricola va faire pareil en Angleterre, il va faire construire des temples pour montrer que les Romains sont là, et pour leur apprendre la bonne religion, entre guillemets, ce que les Romains considèrent comme la bonne religion. Des forums, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la place de la Comédie. C'est une grande place avec des boutiques sur le côté. Donc, on va construire ces forums-là. Ce sont des grands endroits de rassemblement. Les Romains vont venir, ils vont venir pour commercer. C'est un peu un grand équivalent entre une grande place et une place de marché avec des boutiques. Et ça, donc, pareil, c'est pour encourager au commerce. C'est aussi une manière de vivre, un mode de vie des Romains. Et enfin, il dit qu'ils vont construire des maisons. Et oui, des maisons en dur. Les maisons des Romains sont très différentes des maisons des Bretons, des Celtes. Les Bretons vont construire des maisons plutôt en bois, les Romains vont plutôt construire des maisons en dur, d'accord? Et ils vont construire surtout des villes. Ils vont se rassembler en villes.
les Bretons ont plutôt l'habitude d'avoir plein de petits villages. Donc pour les Romains, on va encourager ce genre de bâtiments. Ce sont des bâtiments romains à l'extérieur de Rome. Enfin, question 6, pourquoi Agricola veut que les Bretons apprécient la culture romaine? Justifie ta réponse. Alors, donc ça, il le dit, hein, à la fin, il se laisse séduire par le goût des portiques, des bains, des festins raffinés. Les Bretons se mettent même à porter le costume, la toge des Romains, donc les vêtements romains, ils se passionnent pour la culture, etc., etc. Alors, quel est le but pour ça? Pourquoi est-ce que les Romains font en sorte que les Bretons aiment la culture romaine? Bah, c'est tout simplement pour les pacifier. Il veut les habituer à la paix et à la tranquillité. C'est pour ça qu'il leur fait construire tout ça. S'ils sont pacifiques, s'ils commencent à vivre comme des Romains, s'ils commencent à aimer la culture romaine, eh bien, ils vont être moins enclins à leur déclarer la guerre, à les attaquer, parce que ils vont bien aimer la culture romaine, donc ils vont se mettre à vivre comme des Romains, à penser comme des Romains. Et donc, à ce moment-là, c'est gagné pour Rome. Une fois que la population locale se met à penser comme des Romains, c'est gagné. Ils vont plus s'attaquer à Rome. C'est comme ça que les Romains vont réussir à maintenir la paix à l'intérieur de l'Empire. Tout ce processus-là, le fait de construire des temples, construire des maisons, des forums, leur faire apprécier la culture romaine, on appelle ça la romanisation. C'est le fait de romaniser. On transforme les gens en romains. Enfin, question bonus. Selon Tacite, Agricola commence à instruire les fils des chefs. À ton avis, pourquoi commence-t-il par eux et pas par d'autres personnes? Donc ça, c'était écrit ici. Donc, puis il commença à instruire les fils des chefs, si bien qu'après avoir donné Rome, blablabla. Donc pourquoi est-ce qu'il commence par les fils des chefs? Eh bien parce que les chefs, donc les fils des chefs vont devenir chefs à leur tour, et une fois qu'ils seront devenus chefs, eh bien ils vont apprendre à leur peuple, aux autres Bretons, à faire pareil. C'est-à-dire que les gens qui respectent les chefs bretons vont se mettre à les imiter. Donc ils vont commencer à parler la même langue qu'eux. Ils vont commencer à adopter la même culture, ils vont avoir les mêmes habitudes. En fait, ils vont imiter les fils des chefs. C'est pour ça qu'ils commencent par les chefs et pas par la population de manière générale. C'est parce que en éduquant, en instruisant les fils des chefs bretons à la culture romaine, il fait une pierre deux coups. Il instruit des personnages qui sont très importants dans la population locale, et en plus, la population locale va se mettre à imiter les chefs locaux. Ils vont faire la même chose. C'est pour ça qu'on commence par les fils des chefs et pas par la population de manière générale. En Bretagne, ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer à peu près partout dans l'Empire. On va construire des bâtiments, on va habituer les gens à la culture, on va leur apprendre le latin, on va leur apprendre la langue des Romains. Et ce que vous avez à Nîmes, c'est pas la seule chose, vous avez donc des temples, vous avez ceci, donc les arènes de Nîmes. Qu'est-ce que c'est les arènes de Nîmes? C'est un amphithéâtre. Un amphithéâtre, si vous en connaissez un à Rome, c'est le Colisée. Donc on va se mettre à construire des bâtiments qui se trouvent à Rome. La ville de Rome va être le modèle de tout ce qu'on va construire à l'intérieur de l'Empire, partout dans l'Empire. Donc on va se mettre à construire des amphithéâtres comme le Colisée, on va construire des temples comme par exemple la basilique de Maxence. Ça c'était un des grands temples que vous aviez à l'intérieur de Rome. On va se mettre à construire des aqueducs. Voilà, vous avez le pont du Gard. Le pont du Gard, c'est un aqueduc qui fait 49 km. Alors, attention, le pont du Gard, c'est juste cette portion-là. L'aqueduc tout entier est relié au pont du Gard. Mais voilà, l'aqueduc fait 49 km et il permet de transporter l'eau de Uzès jusqu'à Nîmes, jusqu'à la ville de Nîmes. L'aqueduc, par exemple, vous en aviez un dans Rome, on l'avait vu dans la vidéo, c'était l'Aqua Claudia, l'aqueduc de Claude. Donc voilà, on va se mettre à construire des bâtiments, des choses romaines à l'extérieur de Rome. Si bien que on trouve ce genre de bâtiments un peu partout dans l'Empire romain, vous en trouvez partout. En Bretagne, vous en trouvez en France, par exemple à Nîmes, en Espagne, en Afrique, partout vous avez des bâtiments romains, des imitations de Rome à l'intérieur de l'Empire romain.
Donc c'est ce qu'on va marquer pour notre TE. Donc pour maintenir la Pax Romana, la Pax c'est la paix romaine, pour maintenir la Pax Romana, Rome va imposer son mode de vie et sa langue aux habitants. Rome développe aussi le commerce. Ils construisent également des bâtiments sur le modèle de la ville de Rome, comme des aqueducs, vous pouvez mettre entre parenthèses le pont du Gard, ou des amphithéâtres, comme les arènes de Nîmes. Tout cela, c'est la romanisation. Et vous pouvez marquer, voire activité 5. Enfin, donc, ça sera le dernier mot de lexique, Pax Romana. Donc, c'est une longue période de paix dans l'Empire romain. La Pax Romana, c'est une période de paix qui a duré 100 ans. Donc, pendant 100 ans, eh bien, les Romains n'ont pas connu la guerre, ou en tout cas que des très petits épisodes. Pendant 100 ans, l'Empire romain a été en paix.